Bienvenue sur Afro-Canada Télévision. Nous sommes heureux et contents de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. Alors, si c'est pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Mais nous sommes ici au sommet annuel du Sommet Jeunes Afro. Sommet Jeunes Afro, c'est un organisme qui accompagne les jeunes entrepreneurs et scientifiques, pourquoi pas sociaux, de la communauté. Et pourtant, aujourd'hui, c'est leur sommet annuel. Alors, Afro-Canada Télévision est bel et bien présent pour couvrir toute l'intégralité de l'activité. Donc, restez branchés sur notre chaîne et nous vous apporterons des nouvelles de ce qui se déroule ici au sommet annuel du Sommet Jeunes Afro. Face à moi, s'il vous plaît, sinon vous n'allez pas me voir. Voilà. Je vous tourne le dos pour vous montrer. Ici, avec la jambe droite. 1, et on marche. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va? Ouais. C'est juste, je suis désolée. 5, 6, 7, 8, à droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on croise. Et 1, 2, 3, 4. Et on croise. Et là, vous êtes côte à côte. Oh. C'est bon? On recommence. Vous êtes bon? On se remet face à face. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde est OK? Oui, c'est bon. 5, 6, 5, 6, 7 et à droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et on croise. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et on croise. Côte à côte. 1, 2, 3 et 4. Alors, nous espérons que vous avez apprécié cette petite activité débutante santé ce matin, surtout avec le froid de canard qui sévit à l'extérieur. Alors, on va poursuivre avec notre agenda de la journée. Pascaline Talla, de nouveau professeure à la faculté de médecine dentaire et des sciences de la santé orale à l'université McGill. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est accès de soins, donc quelles sont les solutions pour améliorer l'accessibilité aux soins, incluant des personnes marginalisées, donc incluant les personnes issues de la communauté noire. Voilà, sur la bonne diapo. Donc c'est ça, mon nom est Merveille Mongandivo. Puis je suis biochimiste de formation, mais gestionnaire de projets communautaires de profession. La justice raciale et tous les enjeux liés à l'équité, diversité et inclusion. Donc je suis parallèlement présidente de l'aile jeunesse de l'Association médicale et noire du Québec, puis engagée à différents paliers ici à l'international. Encore un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et bonjour tout le monde. Là, ce sera comme une petite... Parce que dès le début, quand on a parlé groupe de recherche en santé, services sociaux, recherche participative, mais vous pouvez vous demander, mais c'est quoi ça? Recherche. Parce que si je vous demande à chaque fois, si dans notre imaginaire, quand on pense à la recherche ou des chercheurs, est-ce que vous imaginez qu'il y a des chercheurs qui sont tous en train de travailler ensemble ou c'est une personne toute seule? C'est souvent dans un labo, non? Qu'on imagine que les gens font de la recherche. Mais là, quand on pense au groupe pour les groupes, non, les dispositifs de l'Observatoire sur la recherche participative, et là, c'est quoi la recherche participative? Comment on est arrivé là à avoir, parce qu'elles vont présenter un thème de recherche. Toutes ces personnes-là qui ont été présentées par Pascaline et par Merveille, nous avons travaillé ensemble pour trouver un thème de recherche. Et de cette idéation, on pouvait vous demander combien de temps elles ont mis, parce que souvent, quand on pense, à chaque fois, quand on demande à un chercheur, quand ils sont ensemble, mais c'est quoi vos résultats de recherche? Ou les gens ils veulent déjà savoir quand c'est pas du domaine de la recherche. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes juste en train de discuter, de boire du thé, ou de faire je ne sais pas quoi. Et on a eu plusieurs
réunions ensemble avec les personnes que Pascaline émerveille. On mentionnait. On a eu comme 7 réunions ensemble avec les groupes, avec d'autres réunions pour la préparation du sommet. Et j'aimerais vous demander pour chaque personne là, quand on parle du cas du groupe de recherche, qu'est-ce qui ça, dans votre expérience tout au début, comment vous avez imaginé, c'est quoi pour vous la recherche participative? Je ne sais pas qui Et pour moi, c'est une approche qui est très, très enrichissante et porteuse de sens parce qu'elle permet de regrouper les forces, les compétences, les savoirs de personnes ayant des profils et des perspectives différentes. Et ça nous permet d'aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire si on était seul ou 2 ou 3. C'est vraiment, pour moi, c'était de voir la magie en action, de partir d'une idée, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, on se réunit, on apprend à se connaître, donc ça prend du temps. Parfois, on va un peu dans tous les sens, mais on arrive à se recentrer et finalement, on arrive à mener un projet à terme et que ça dépasse même nos attentes. C'est quelque chose qu'on réussit à accoucher d'un bébé qui est encore plus beau que ce qu'on aurait pu imaginer. Moi, c'est comme ça que je pourrais le traduire, cette expérience pour moi. Et c'est vraiment quelque chose de très, très, très porteur. Et je pense qu'on devrait vraiment mettre cette approche-là participative à toutes les sauces, je dirais. C'est vrai qu'il y a des défis qui viennent avec, mais le jeu en vaut la chandelle. Effectivement, je partage ce qui a été dit du fait que c'est quelque chose de très théorique qu'on voit beaucoup dans les livres. Puis souvent, en tant qu'étudiante en médecine, c'est pas quelque chose auquel on est vraiment confronté. Donc, c'est une expérience qu'on se dit qu'on doit aller chercher éventuellement, mais des fois, on sait pas trop comment. Puis aussi, on sait pas trop nécessairement comment on fait pour avoir différentes perspectives, comment on fait pour aller chercher différents expériences de d'autres professionnels. Parce qu'à la fin, chacun amène quelque chose à la table pour, à la fin, aider le patient. Donc, le fait, c'est ça que j'ai remarqué dans l'équipe de recherche, c'est qu'on n'a pas tous commencé en même temps notre parcours et ça nous permet d'avoir différentes perspectives de ce qui a été fait avant, ce qui est fait actuellement, ce qu'on voit dans les livres. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je suis le volet, je crois, services sociaux de ce groupe de recherche-là. C'est santé et services sociaux. Donc, moi, mon expertise, c'est la DPJ. Donc, c'est vraiment les services sociaux. Je crois que l'enrichissement que j'ai éprouvé, ça a été de mettre toutes nos têtes ensemble, puis d'échanger, puis de parler des différents enjeux, de la perspective de chacun par rapport à notre champ d'expertise et notre vécu. Donc, ça a été extrêmement enrichissant. Et puis, je crois que le regard de chacun, la santé est très présente dans le groupe, mais la validité du regard de chacun puis de la perspective de chacun, je pense qu'il y a une richesse incroyable. C'était ma première expérience de ce genre et puis j'ai trouvé que c'était vraiment une richesse pour la communauté. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Si je partageais mon expérience, je dirais, si vous aviez vu toute la magie qui se dégageait de nos échanges, toute l'inspiration lors de nos rencontres, c'était tout simplement phénoménal. Les mercredis étaient rendus ma journée préférée de la semaine. Là. J'attendais le mercredi parce que je savais que j'allais voir ces belles dames. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Puis, une autre chose que j'ai apprise, c'est la collaboration authentique. D'explorer de nouvelles manières de travailler ensemble, de nouvelles manières d'être d'accord, mais également d'être en désaccord. On a eu des conflits, on a dû faire des choix, puis c'est difficile de faire des choix, puis nos perspectives puis nos bagages respectifs nous inclinent vers l'un ou l'autre de ces choix-là, mais le fait qu'on puisse être les maillons d'une chaîne, puis avancer ensemble en synergie, puis faire accoucher justement, comme Nina disait, d'un bébé aussi beau, bien, vous allez le voir là, on vous dit d'avance, il est beau le bébé. Donc, c'est ça la magie qui s'est dégagée. Puis une autre chose que ça m'a appris, la recherche participative, c'est la flexibilité puis l'adaptation. C'est
on est ensemble, on est différents. Puis c'est important de pouvoir prendre le temps de se poser puis d'écouter l'autre, prendre le temps de se poser puis de prendre en compte les réalités de l'autre. Donc, on avait un timeline, puis c'était pas facile là de tout arrimer, mais on a réussi ensemble. Donc, c'est ça qui fait la beauté de ça, c'est que des personnes si différentes peuvent accoucher d'un projet qui véritablement va réécrire, réinventer l'avenir. On était véritablement là parce qu'on avait un intérêt commun de travailler pour la communauté, puis on est vraiment inspirés par tout ce qu'on a pu faire ensemble. Et on espère que vous le serez tout autant que nous. Merci. Wow, merci les filles. Ça a été un plaisir pour moi de travailler avec vous. C'était l'ensemble de mes collaboratrices, on ne se connaissait pas. Donc, ça a été une opportunité d'apprendre à se connaître. Mais surtout, moi, en tant que chercheuse à l'université, la recherche participative, je l'avais déjà fait, j'avais de l'expérience dans cette approche-là, mais je ne l'avais pas encore vécue avec d'autres personnes qui venaient d'autres milieux, notamment Marie-Pierre, du milieu des services sociaux, la DPJ. On entend la DPJ, on a peur. Nous, quand on a des enfants, on entend DPJ, non, non, t'approches pas de nous, on n'en a pas besoin. Mais on l'a exploré, on a documenté, on a exploré l'ensemble des enjeux partagés par notre communauté. La réalité, c'est que la recherche participative, avec différentes perspectives comme ça, c'est qu'on a déjà un projet commun. Notre projet commun, c'était la santé et les services sociaux. Mais autour de la santé et des services sociaux, comme vous pouvez l'imaginer, il y a plusieurs enjeux qui gravitent autour de ce thème-là. Alors, quel est le thème qu'on doit retenir? Parce qu'en même temps, la réalité, c'est qu'on a des ressources limitées, on a un budget limité et on ne peut pas travailler sur tout en même temps. Ça signifie qu'il faut faire des choix, il faut prioriser. Alors, qui prend la décision? Alors, dans cette démarche-là, comme chercheuse, je dois partager mon pouvoir. Parce que la réalité, c'est que, comme chercheuse, très souvent, c'est toi qui prends les décisions. Mais dans une démarche de recherche participative, le pouvoir ne t'appartient pas. Le pouvoir appartient à l'ensemble des personnes autour de la table. Donc, ça veut dire des qualités d'humilité, de partage, d'apprentissage, d'ouverture aussi. Tu es ouverte à écouter les autres, mais également, tu apprends tous les jours à travers cette démarche-là. Donc, pour moi, ça a été un moment important dans ma carrière. Ça a été une approche bénéfique, enrichissante, comme mes collègues l'ont dit. J'en ai appris beaucoup. J'ai appris également à faciliter, parce que je suis porteuse de notre projet que nous allons présenter tantôt. Alors, je pense que c'est Nina ou c'est... Oui, qui poursuit. Merci beaucoup. Alors, on va parler de synthèse de connaissances. La synthèse des connaissances, c'est un terme qui est générique, en fait, qui s'applique à un champ de recherche qui veut vraiment identifier, analyser et résumer les données qui sont disponibles sur un sujet donné dans la littérature. Et pour ça, on va utiliser différents types de méthodes, que ce soit une synthèse de données qualitatives, c'est-à-dire des données provenant d'entrevues, de groupes de discussion, etc., ou alors une synthèse de données quantitatives, donc données plus statistiques, ou alors on utilise un mélange de ces deux méthodes mixtes. C'est sûr que c'était difficile de savoir la question de recherche qu'on va explorer. Mais par la suite, une fois qu'on l'a trouvée, on s'est dit que c'est fini, là, mais c'est là que ça commençait réellement le processus. Donc, l'extraction, l'analyse et l'interprétation des données peuvent être vraiment ardues. Puis, l'uniformisation des méthodes d'extraction entre les membres de l'équipe de recherche. C'est sûr qu'on est très différentes l'une de l'autre, mais il faut que le produit soit... Il faut que la manière que je l'ai fait soit la même manière que Nina le fasse. Donc, c'est un peu compliqué. Puis aussi, on utilise un peu comme un questionnaire, là, le même questionnaire pour extraire des données dans des études qui sont très différentes en elles-mêmes. Donc, la variabilité des études est également un grand défi qu'on a rencontré, mais on vous assure là qu'on est en train de le relever comme il faut. Alors, ça revient un peu toute l'approche que mes collègues ont présentée tantôt. On a commencé par une exploration, bien évidemment, après la documentation, le choix, la priorisation. La prochaine étape, une fois qu'on avait notre sujet, c'est de définir quelques mots-clés. Donc, personnes issues de la communauté noire, comment est-ce qu'on les définit dans la littérature? Comme vous pouvez l'imaginer, il y a plusieurs définitions. Donc, voilà les mots-clés qui ramènent aux personnes issues de la communauté noire. Le racisme, la discrimination, c'est également un aspect majeur. Et tout ce qui est expérience aux soins, c'est quoi les synonymes qui ont été utilisés?
Donc, voici notre démarche. Donc, on a travaillé très fort avec 2 ou 3 bibliothécaires, donc personnes ayant des spécialistes en information, en recherche de l'information, pour aller définir notre stratégie de recherche. Donc, au départ, c'est une étude, j'aimerais mentionner que c'est une étude qui est réalisée uniquement au Canada. Donc, au départ, on a obtenu comme 2459 études à travers tout le processus de sélection, inclusion, exclusion, à travers tout ce processus-là. Donc, on s'est retrouvé à 82 études. Donc, de 2459, il y a eu des duplicata, donc des doublons, on les a enlevés. Par la suite, on a commencé le screening des critères d'inclusion et exclusion avec 1749 études. Cette approche a été suivie par une deuxième étape de critères, donc d'adoption des critères d'inclusion et d'exclusion. On a obtenu 462 études et finalement une lecture en full texte de l'ensemble de ces études-là nous a permis de retenir 82 études. Donc actuellement, dans notre base de données, nous en avons 82 et vous pourrez voir que la plupart des études, les études ont été publiées entre les années 2000 et 2024. Vous pouvez voir également comment il y a une augmentation exponentielle de l'ensemble des études au fil des années. Donc, entre 2000 et 2005, on avait juste une étude qui portait sur l'expérience. J'aimerais quand même mentionner ici qu'on parle bien de l'expérience de l'accès aux soins. Donc, probablement, il y a plus de littérature concernant cette thématique-là. Mais notre cas, on mettait l'accent uniquement sur les études qui portaient sur les communautés noires. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est qu'on retenait uniquement les études qui portaient sur les communautés noires. Ça veut dire que si c'est une étude qui portait sur les personnes issues de l'Afrique du Nord, par exemple, incluant les personnes issues de la communauté noire, mais qu'on n'est pas capable de séparer les informations qui viennent des personnes qui s'auto-identifient comme les personnes noires, c'était une étude qui était exclue. Alors, on a eu une étude de 2000 à 2005 et évidemment, de 2021 jusqu'en 2024, il y a 45 études, on peut bien comprendre, avec toute la montée au niveau des enjeux d'équité, diversité, inclusion. À notre grande surprise, on s'est rendu compte que le premier auteur ou la première auteure de l'ensemble des études qu'on a à l'heure actuelle, ce sont des personnes qui sont à travers leur nom. Je veux faire attention à ce que je dis, donc je le dis avec sous toute réserve. Donc, avec le nom, on pouvait imaginer, anticiper que c'était une femme. Donc, 62% des études étaient publiées par des auteurs qui avaient un nom féminin. Et évidemment, 90% des études étaient publiées par des auteurs qui avaient une affiliation universitaire. Mais on n'a pas de fait tangible là-dessus. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir mener cette recherche, de s'assurer donc d'avoir des aspects concrets qui vont amener, donc qui vont nous permettre d'avoir des informations pour partager ça avec les décideurs. Ça va nourrir, comme on disait tantôt également, les futures recherches. Là, par exemple, on se rend compte à travers nos résultats qu'il y a très peu de recherches qui ont été réalisées dans certains domaines. Oui, le VIH, on ne peut pas croire que c'est juste le VIH qui est un enjeu de santé pour les communautés noires. Je veux dire que on comprend très bien que c'était un problème important, mais moi, en tout cas, moi, personnellement, j'étais surprise de voir que le sujet qui a été étudié, qui a été le plus souvent étudié dans la littérature jusqu'à présent, c'est le VIH, évidemment. Voyons, on a d'autres enjeux de santé, là. On a d'autres enjeux qui méritent également de recevoir des fonds pour être explorés. On a d'autres enjeux de santé qui méritent que les politiciens puissent se pencher là-dessus pour pouvoir nous soutenir dans cette démarche-là. Et les chercheurs, ils ne peuvent pas continuer de faire de la recherche s'ils n'ont pas de fonds. Donc, c'est vraiment l'occasion de documenter qu'est-ce qui existe, où est-ce qu'il y a des lacunes, comment est-ce qu'on informe les prochaines études qui vont être réalisées. Parce que oui, on l'anticipait, mais à travers notre processus d'idéation, de rencontre, de discussion, de réflexion, de brainstorming, on est arrivé à la conclusion, oh, il y a les politiques qui est un problème de santé. Oui, il y a l'accès qui est un problème. Oh, il y a un autre aspect, mais on ne peut pas tout étudier. On commence par où? Donc, ensemble, on a pris cette décision. Est-ce que c'est une bonne décision? Je ne sais pas. Mais pour nous, avec les lunettes qu'on portait en ce moment-là, c'était la bonne décision. Et on espère que c'est un sujet qui vous rejoint, qui vous parle, et qui, les informations qu'on a obtenues actuellement, parce que ce n'est que des données, des résultats préliminaires, vous éclairent un peu et donnent... c'est plus informatif, là. Ça nous permet de mieux connaître qu'est-ce qui est fait dans la littérature et comment c'est fait jusqu'à date.
Si je peux me permettre également, merci beaucoup Pascaline, un élément de réponse. Cindy, on dit souvent, savoir, c'est pouvoir. On ne peut pas changer ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas améliorer quelque chose, une réalité qu'on ne connaît pas. Donc, notre travail, c'était vraiment de partir, vous savez, la théorie des petits pas, là, on est vraiment au premier petit pas. Donc, on regarde la littérature en face, puis on dit, « Hey, littérature, de quoi t'es faite pour, en ce qui concerne l'expérience de l'accès aux soins et services de santé des communautés noires? » Donc, on ne peut pas se présenter à la porte d'un politicien demain pour dire « Ah, mais c'est pas assez étudié l'expérience, il faudrait donner des fonds ou d'un organisme subventionnaire pour dire ça. » Mais si alors on se présente, on dit de 2000 à 2024, on a eu 82 études qui disent telle chose. On a eu 82 études qui disent ceci, qui démontrent qu'il y a un besoin. Là, on nous accorde un peu plus de crédibilité. Donc, je suis vraiment impatient de voir ce que l'avenir nous réserve parce que c'est le premier pas d'une belle histoire. C'est la première page. On est encore en train de l'écrire, cette histoire. Puis on espère que vous allez participer à l'écrire avec nous parce que la vision, c'est de changer justement cette expérience-là pour les communautés noires. C'est qu'à travers tout ce qu'on fait là, nos enfants demain ou nos petits-enfants aient un Québec différent, un système de santé canadien peut-être qui aurait été influencé par la recherche qu'on fait aujourd'hui. Puis une autre chose que je vais préciser, c'est que notre posture dans cette recherche-là, c'était beaucoup de personnes explorent l'expérience des communautés noires dans la posture du système de santé. On est dans un système qui est très hospitalo-centriste. C'est beaucoup le système de santé, mais rarement on va chercher l'expérience des individus. Nous, ce qu'on cherche là, c'est toi, moi, qui allons à l'hôpital ou qui cherchons un service de santé. C'est quoi l'expérience qu'on a eue dans cet accès-là? T'sais? Donc, on change de posture, on quitte de la posture de l'hôpital ou alors du système de santé, puis on va chercher ce que les gens ont vécu. Puis c'est ça qui fait la différence aussi. Donc, on espère que vous serez là dans quelques mois pour voir avec nous où est-ce que ça va nous mener. Mais comme j'ai dit, c'est la première page d'une belle histoire. Puis on va l'écrire ensemble, hein? Oui. Merci. Merci beaucoup, Merveille. Et puis, même pour le Québec, comme vous avez remarqué, on a juste 5 études qui ont été réalisées au Québec. Et la plupart des études ont été faites avec les communautés francophones ou anglophones? Francophone ou anglophone? Pardon? Anglophone, je suis anglophone. Bonne réponse, excellent. Effectivement, c'est les communautés anglophones. Où sont les francophones? C'est ça. N'avez-vous pas d'expérience en lien avec l'accès aux soins? Je pense que c'est le moment d'en parler. Exactement. C'est ce que je voulais souligner. Si vous avez noté dans les résultats, la plupart des études proviennent de l'Ontario. Donc, les anglophones sont très proactifs dans le domaine. Et le Québec fait vraiment pas le figure. Et pourtant, le Québec a une forte proportion de communautés noires par rapport aux autres provinces. Donc, il y a quelque chose à aller creuser. C'est intéressant d'aller regarder en Ontario la façon dont les études sont menées, la façon dont les groupes communautaires, les groupes des communautés noires sont définis. Il y a tout un débat sur la définition, la manière dont les personnes vont être identifiées. Est-ce que c'est de l'auto-identification? Est-ce qu'on va utiliser plusieurs critères pour déterminer l'identité ethnique ou l'identité raciale de la personne? Donc, tout ça, c'est riche d'enseignements et vraiment, on va fouiller dans ces données-là pour aller essayer d'en tirer vraiment tout ce qui peut nous aider à mettre en place ici au Québec quelque chose de nouveau, puisque c'est un champ de recherche qui est peu exploré ici au Québec. Évidemment, on est conscient de la réalité de chacune des provinces, parce que, évidemment, la santé, c'est un mandat provincial, c'est pas un mandat fédéral, et pour le même problème de santé, il y a plusieurs solutions qui vont être adaptées au contexte, aux réalités culturelles de chaque province. Donc, oui, on est conscient de ça, mais la réalité aussi, c'est qu'on est tous au Canada, là. Donc, on va d'abord documenter qu'est-ce qui se passe. Et on n'est pas certain que ce qu'ils vivent, par exemple, en Ontario, c'est la même chose qu'ils vont vivre, mais on peut s'inspirer de qu'est-ce qui se passe ailleurs pour pouvoir nourrir notre réflexion afin d'utiliser nos résultats à bon escient. Et évidemment, je pense que c'est aussi à Belinda de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'elle va faire de nos résultats? Belinda, qu'est-ce que tu vas faire de nos résultats? Ben, écoute, bon, tout le monde n'était pas présent, mais pour ceux qui étaient présents ce matin, quand j'ai présenté l'Observatoire, j'ai parlé de l'approche, puis ce que j'ai souligné, c'est que l'Observatoire fait partie du Sommet Jeunes Afro. Donc, on est engagé dans la production de connaissances, mais on a toute une série d'activités
de mobilisation, de transfert de connaissances qui ont pour objectif de s'assurer que les personnes qui interviennent, que ce soit les acteurs communautaires ou d'autres acteurs tels que les acteurs publics, je pense que vous représentez le milieu le réseau de la santé, vont pouvoir prendre cela et ajuster, penser à la révision de leurs interventions. Merci Belinda. Je pense qu'on arrive à la conclusion du panel. Donc, mesdames, merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci.